Oui, on va avec le Donc, bon, on va commencer et on va donner l'honneur à Michel en tant que... Parce que le train, il existe toujours, il n'a pas été dissous. La seule chose qui a été clôturée, c'est le compte en banque. Donc, il restait 317 € sur le compte. Michel est allé clôturer. Maintenant, c'est un train à dissous. Et il a fait don à Stade Nucléaire 56 qui a en charge la rénovation de la main. Donc, et on vous remercie. Je remercie le bras de... Donc 40 ans après, ils sont toujours. J'en profite pour dire que ce n'est pas tout à fait financé, que si vous voulez faire un petit don supplémentaire pour financer la restauration Donc on va commencer par Michel, président du CRIN. Il va vous expliquer tout ça et après il y aura des questions. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. Je vais tout vous expliquer, tout vous dire, que je ne comprends rien. Le CRIN est un mouvement spontané qui est né en urgence, si je me rappelle bien, en octobre 1974. Et on s'est réunis chez Serge Daniel, qui s'appelait à l'époque le Café de l'Entraide. Maintenant c'est devenu le Bistrot à Tours. Donc, plutôt que de... On va essayer de... Alors, on serait assez animé, avec beaucoup de questions. On répondra à tout ce que vous voulez. Mais dès le départ, je voudrais commencer par les premières personnes qui sont déjà rendues à Paris à l'époque, ce week-end, pour récupérer des tas d'informations. Il s'agit de Serge Daniel, ici présent, et de Guy Trochet. Alors, je vous donne la parole tout de suite. Ils expliquent ce qu'ils ont fait en étant là-bas. Bonjour tout le monde. Alors, le film raconte en fait bien l'histoire d'Erdevenne, notamment avec la surprise générale. Vous voyez dans le film les gens qui lisent leur journal directement à la sortie, dans la rue, vraiment surpris de cet événement. À Erdevenne, habitant à Erdevenne, je n'avais jamais entendu parler de cet événement. Donc ça a été la surprise générale. Je m'y suis un peu opposé, j'ai essayé de me renseigner, à savoir, on parlait toujours du nucléaire dangereux. Et un collègue de travail m'a mis en relation avec une personne de Lorient qui s'appelle Madame Forner, qui était conseillère municipale et qui m'a documenté, mis en relation aussi avec Monsieur Mérien qui s'occupait donc d'écologie à Lorient. J'ai réuni des documents qui me confortaient dans mon idée de m'opposer à ce projet. Donc, le calendrier nous a quand même bien aidés, puisque quelques jours après, cette annonce dans le journal, il y avait donc un congrès nucléaire, d'information nucléaire à Paris, auquel participaient des grands savants du nucléaire, des physiciens, des médecins, français, belges, allemands, j'en oublie. Il y avait également, qui n'était pas sur la liste, à la tribune, un japonais. Donc, j'avais emmené mon petit magnétophone à cassette, j'ai fait donc, des enregistrements. Nous avons réuni le maximum d'informations. Nous étions allés avec Serge, on était 6 personnes, entre Etel, des gens d'Etel et de Lorient. Et suite à ce rassemblement de renseignements, on a décidé de faire une réunion afin de proposer ça à la population. On a été submergés, les gens ont été avides de connaître ce qui s'était passé et un peu de vérité sur cette affaire. Donc, on a été épaulés. Alors, on avançait bien sûr des arguments, tout en donnant des précisions avec des gens spécialisés qui pouvaient confirmer ce qu'on avançait. Donc, ce qui a fait un peu notre force, c'est qu'on appuyait nos dires avec vraiment des choses qui avaient été enregistrées et commentées par des gens hautement qualifiés et dans le domaine. Donc ça nous a énormément servi et l'ampleur a gagné rapidement les communes environnantes grâce aux réunions qui ont été faites tous les soirs, d'abord par thème, agriculteurs, ostréiculteurs, puis la population, et puis ça a pris un élan extraordinaire. On a été au Palais des Congrès à Lorient, 1000 personnes, où on a convié le professeur Le Breton,
Il faut rester dans l'ordre chronologique, parce que l'autre est déjà rendu très long, plusieurs mois après. Ce qu'il faut dire, tu as été à Paris avec Serge, et vous êtes rentré de Paris avec de la documentation. D'accord? Pendant le même temps, moi j'avais été voir Désiré Mérien à Lorient, où j'avais ramené cette banderole de déchets radioactifs aujourd'hui dans l'Atlantique et demain dans votre assiette. Le problème, c'est que où j'avais accroché la banderole, il y avait une poissonnerie en dessous. Et le lundi matin, la poissonnière, elle m'a fait la gueule pendant 20 ans. Ça dure encore d'ailleurs. Alors, je pense que Serge peut nous donner sa version de son séjour à Paris. Oui, moi je ne commencerai pas tout à fait par le séjour à Paris. C'était un jeudi après-midi, je me souviens. Enfin, jeudi midi, je rentrais de la chasse et il y avait un paysan qui était assis sur son banc devant sa ferme. Et il m'appelle et il me dit, viens voir ici. C'est Lucien Polyvic, je me souviens. Viens voir ici, il me dit, regarde ça. Et il me montre l'article du journal. À Paris, dans l'Ouest de France, une centrale nucléaire de 5000 MW à Erdeven. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je rentre à la maison en vitesse. Mon frère, qui avait au lycée expérimental de Saint-Nazaire, je savais qu'il avait des acquaintances un peu écolo, un peu breton. Je l'appelle, il me donne le téléphone de Désiré Mérien. J'appelle Mérien et il dit, bah, ça tombe bien, on était jeudi. Hein. Il dit, demain, après-demain et dimanche, il y a un congrès antinucléaire à Paris. Et donc, c'est là que je me suis retrouvé avec 5-6 personnes, je ne sais plus si on était 5 ou 6, hein, donc et nous sommes partis à Paris, et avant de partir, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, on fera une réunion lundi, et tout le monde, on va ramener de la documentation, et tout le monde va. Et le lundi, au bistrot, il y avait, je sais pas, 80 personnes. Mais entre-temps, d'autres gens ont dit, oui, mais on va se réunir mardi, comme ça, en même temps qu'ils se retournent. Le mardi, il y avait 100 personnes. Le mercredi, il y en avait encore plus. Et alors le jeudi, ça débordait sur la rue. Et c'est le jeudi qu'on a créé ce mouvement qu'on voulait d'abord appeler le CRAN. Et puis on s'est dit, CRAN, anti-nucléaire, non, on va plutôt faire un CRAN. Et voilà comment le CRAN est né. Je vais préciser quelque chose. Oui, c'est important ce que tu dis, mais au départ, si vous vous rappelez, moi je me rappelle très bien, vous aviez décidé de faire un comité de défense. Je dis non, si on fait un comité de défense, ça veut dire qu'on est d'entrée opposer quelque chose. Je dis c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire, comme il n'y a pas d'information, on va faire un mouvement d'information pour informer, nous informer nous-mêmes d'abord, parce qu'on ne connaissait pas grand-chose, et informer les populations. Parce qu'on a bien senti que les maires et les conseillers municipaux de l'époque, excusez-moi le mot, nous auraient baisé. Il faut donc lever la population, foutre un peu le bordel dans le pays, de façon qu'ils perçoivent que leurs élus, on ne peut pas compter sur eux. Donc c'était ça, on a choisi le mot d'information. Je pose la parole à Michel, peut-être maintenant. Oui, non, c'est ce que je voulais dire. Et je pense que la population a été très, très, très sensible au fait qu'on ne les prenne pas pour des suiveurs, pour des bénets. Ils étaient demandeurs de l'information qu'on leur proposait. On leur disait, faites comme nous. Voilà les documents que nous avons en notre possession, trouvez-en d'autres et faites circuler l'information. Et si vous êtes d'accord, eh bien le mouvement se créera, et il s'est créé avec une grande ampleur. Et moi, ce que j'ai retenu de ce début-là, c'est qu'il y a eu une espèce de communion de toute la population. Ma femme et moi, on venait d'arriver quelques semaines avant, un mois ou deux avant de Paris, et on connaissait peu de monde, et en l'espace de quelques jours, on avait 200 copains. Donc il y a eu quelque chose de très très fort qui s'est noué à ce moment-là, et qui a continué pendant toute la lutte. Je vais prendre le micro. Ce qu'il faut dire, si vous voulez, c'est que le CRAN, au départ, moi j'ai voulu un mouvement, disons, apolitique, dès le départ. J'étais un peu engueulé avec toi à ce propos, parce que tu disais non, on n'est pas apolitique, on fait de la politique, parce qu'on veut gérer les choses. Bon. Alors finalement, on a changé un peu les statuts, on a dit le CRAN sera un mouvement dégagé de tous les partis politiques. Au CRAN, il y a des tas de gens qui sont venus, qui ont adhéré, il y avait des Berthellis, des Pan-Naturistes, il y avait des gens de droite, des gens de gauche,
des mecs au crâne rasé, des barbus, il y avait de tout, quoi. Donc on a accepté tout le monde. Mais personne ne devait jouer sa carte personnelle au sein du CRA. C'est-à-dire que le mouvement était un mouvement qui appartenait à tous, mais qui était la propriété de personne. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous, on était des discoureurs sous l'estrade, comme aujourd'hui, il y a 40 ans, on était là. Mais il y avait des tas de gens qui ont travaillé dans l'ombre, et ils sont encore dans l'ombre par rapport à mes yeux d'ici. Il y a eu Robert Lefebvre, Lydie Lefebvre qui est là, il y a eu Annie qui arrive, elle arrive. Qui va venir. Il y avait tous les gens qui ont femme fait quand des même sur le autocollants pour le CRA, des affiches, Pierrick Dano, Isabelle, enfin, je ne sais pas trop les gens d'ici, mais il y a bien dans la salle peut-être 30 ou 40 personnes qui ont vendu des affiches et des autocollants pour le CRA. Ce qui nous a permis d'avoir un fonds de caisse, et grâce à ce fonds de caisse, ça a pu être réalisé le film. Voilà. On ne va pas parler de Chinon, déjà je vais passer de la parole à Pierrot. Annie comme la femme qui... Pierrot, ouais, Annie, secrétaire. La secrétaire. Pas répondre à des questions parce que j'ai des problèmes d'audition. Ce que je voudrais dire, c'est que je remercie la population de tout pratiquement le meublement Lyon qui a su, avec nous, écouter les informations qu'on leur donnait d'abord. On se présentait non pas comme des experts ou des scientifiques, mais comme des gens comme eux, qui avions eu accès à une information donnée par des scientifiques de Paris, etc. Et nous, on leur, comment dirais-je, on transmettait d'une façon plus accessible. Et ces personnes, de leur côté, faisaient également un travail de recherche, d'études, et transmettaient à leur tour l'information sur le nucléaire à leurs amis, à leurs parents. On a réussi à fonder au moins 150 CLIN, c'est-à-dire des comités locaux d'information nucléaire, dans toute la région, dans toute la France, même en Italie et en Belgique. On a eu des contacts avec des Japonais, on a eu des contacts avec des Indiens Sioux du Dakota qui sont venus nous voir. L'action pacifique et informative de l'association du CRA a eu un retentissement remarquable, justement parce que c'était une action pacifique et qui s'était basée sur, en fait, l'intelligence, sur non pas les, comment dirais-je, les actions violentes, mais sur la réflexion et, évidemment, une opposition ferme et déterminée devant les autorités qui, elles, ont été faillibles depuis le premier jour, pratiquement jusqu'au dernier, en ne voulant pas, absolument pas, prendre en compte notre lutte. Voilà. Et moi, je suis très, très touchée de la façon dont ces personnes, ont participé et nous ont aidés. On les a aidés, ça c'est certain, mais ils nous ont beaucoup aidés aussi et on a gagné. Voilà. Je risque d'oublier certaines choses, mais Serge il a une meilleure mémoire que moi. Je lui dis, si j'ai des lacunes, tu boucheras les trous de ce que j'ai à dire. Alors pour l'instant, je vais vous passer mon ami d'enfance. On était à l'école primaire ensemble, c'était quelques années. Et lui, il était patron de crèche sur les plus gros chez les de Lorient. Et il va vous raconter ce qui s'est passé, comment on s'est fait de l'information. Oui, je suis Pierre Béguin. Et à cette époque, comme dit Michel, j'étais patron de pêche. Et je suis toujours patron de pêche parce que je continue toujours à faire la pêche côtière.
Et lorsque j'ai su, justement, j'ai appris cette nouvelle par l'intermédiaire des journaux, j'ai pris contact directement avec Michel, et puis bon, il m'a dit on est une vingtaine de différentes professions, si tu veux représenter un peu les pêcheurs, tu viens avec nous. Bon, on n'a pas hésité du tout, je suis parti. Ce qu'il y a, bon, un pêcheur c'est toujours en mer, on ne peut pas faire de lutte beaucoup à terre. Et on a mis un stratagème au point là, pour essayer de faire quand même un peu d'information au niveau de maritime. Moi, de mon côté, je faisais bien sûr avec les copains que je croisais en mer, et puis ceux que je connaissais de nos ports. Et par contre, j'ai appelé 2 ou 3 fois par radio, comme ça, au moment des grandes vacations du matin, de 7h30 du matin, l'appelais par l'intermédiaire de Saint-Nazaire Radio. Là, tous les bateaux sont à l'écoute, les familles sont à l'écoute, les bateaux de l'Ouest, de Vendée, tout ça. Et je lui posais quelques questions, parce que l'émetteur est toujours ouvert, comme ça je lui posais quelques questions. Et c'était surtout sur le nucléaire, comment c'était au niveau de l'information, comment ça évoluait la lutte, là. Et on restait 4-5 minutes comme ça, à discuter, et puis bon, on se quittait, ça fait que tout le monde avait entendu un petit peu tout ça. On l'a répété une autre fois, 15 jours après, pour une occasion. Et là, bon, c'était la dernière fois, parce qu'ils se sont aperçus quand même que c'est pas normal ce qu'on faisait, quoi. Et là, pour la 3e fois, on m'a refusé la communication. Par contre, il nous était arrivé quand même à bord du bateau d'aller dans des ports étrangers. Et on avait confectionné des grandes banderoles antinucléaires qu'on plaquait devant la passerelle, sur les côtés et entre les mains. Et c'était quelque chose quand même d'assez important. C'était le chef mécanicien qui avait pris cette initiative, qui est peut-être dans la salle, on a fait beaucoup. Et on est parti à Boulogne, le vendredi à Boulogne, et une grève s'est déclenchée à ce moment-là. Le bateau a été immobilisé pendant plus d'1 semaine à quai. Et ça fait qu'il a fait office de publicité pendant 1 semaine, pratiquement à Boulogne. Le mois suivant, on est parti sur l'Allemagne, avec Bremerhaven. Et après Bremerhaven, on a fait la même chose. Le bateau est rentré avec ses banderoles nucléaires dessus. On a même passé dans la presse allemande. Et bon, c'est un peu à ce niveau-là qu'on a fait un petit peu notre information, nous autres, quoi, les pêcheurs. D'un côté, on voit comment ça s'est passé. Tous les jours, on s'en félicite parce que pour la bonne raison que dans le secteur où il devait être une mise centrale, je pose mes casiers et puis mes filets. Et je pense que j'aurais pas eu le droit de le faire si vraiment il y a eu une centrale à ce moment-là. Et je continue à perpétuer ce que faisait mon père, mon grand-père, et ainsi de suite. C'est comme ça. Je peux raconter un peu les tout débuts de la lutte, quoi, hein, où les gens d'Etel, d'Ardeven et après du reste de la France venaient régulièrement dans mon bistrot chercher des informations, acheter des autocollants, des affiches. Alors les autocollants, je vais lui en vendre entre 3 et 4 000 à peu près, quoi, hein, tellement il y avait de gens qui venaient de partout et tout le monde voulait son autocollant sur la voiture. Vous avez bien vu d'ailleurs dans le film, il y en avait là, il y en avait même 3 sur sa voiture. Il fallait bien qu'on montre un peu notre opposition. Et alors, bon, forcément, après, il y avait les préparations des réunions dans la salle derrière chez moi. Et après, tout le monde on allait faire les réunions un peu partout. Hein. On a dû faire, je crois, avant Noël, une 30aine de réunions. Il y avait pratiquement une par jour. Hein. Et puis après, ça a continué. Et vraiment, tout le monde a participé. Hein. Celui qui pouvait venir, il venait. Celui qui ne pouvait pas parce qu'il bossait, il ne venait pas. Et chacun faisait sa part de travail, vendait des autocollants sur le marché à Etel, sur le marché à Auray. Et tout le monde, vraiment, il faut dire que si on a gagné, je pense que c'est parce que tout le monde s'y est mis. Vraiment, on ne peut pas dire qu'il y a eu des feignants dans le coin, tout le monde a mis sa main à la pâte.
Bon, on peut faire un truc trop didactique, ce sera en avance. Je pense que Oui, Michel, oui, on avait été à Jussieu, à la faculté de Jussieu à Paris, avec Serge, où c'était le professeur Pellerin qui était dans la salle. Il y avait Puiseux et Boiteux. Puiseux, Boiteux et Pellerin, les trois sommités du pro-nucléaire. Et donc, les représentants du CRIN, Serge et moi, avons, devant un amphithéâtre plein d'étudiants, combien 2000 à peu près, oui. On a commencé, donc on est monté sur la tribune, avec les professeurs, les dignes professeurs, et on a commencé à développer nos arguments. J'ai le souvenir, au fur et à mesure que l'on marquait des points, le professeur Pellerin, qui était appuyé contre le mur, petit à petit, il glissait le long du mur, et à la fin de notre argumentation, il s'est retrouvé assis par terre. C'est une image qui me restera tout le temps de cette victoire intellectuelle sur ces bons hommes qui étaient enfermés dans leur certitude. J'ai une anecdote aussi. Nous sommes allés à Rennes parce que le clown atomique Jean-Pierre Christ faisait une représentation. Alors, on s'est précipité, bien entendu. Michel a pris sa caméra, il s'est fait aider par des amis. Enfin, bref, on voulait enregistrer le spectacle de Jean-Pierre Christ. On a eu des tas d'ennuis derrière et les bobines étaient voilées, pas de film. Mais il était très tard et on a dû dormir donc chez l'habitant, chez des copains, par terre, bien entendu. On a passé une nuit assez tourmentée et le lendemain, on s'est aperçu qu'il y avait le comité agricole d'Etel qui devait statuer sur sa position vis-à-vis de la centrale nucléaire. On s'est précipité dans les voitures et on est arrivé à Etel. Comice agricole. En plein comice. Oui, oui. Et là, on est entré en force. On n'était absolument pas invités, bien entendu. On était même pas du tout acceptés. Et là, on a fait notre démonstration aussi. On a expliqué nos raisons pour lesquelles on ne voulait pas de cette centrale. Et là, le comité agricole ne s'est pas assis par terre, non, pas jusque-là, mais enfin, on a marqué des points aussi. C'est pour dire que nous profitions de toutes les occasions pour venir, en fait, forcer un peu la porte et expliquer, informer. Voilà, c'est ça aussi une des raisons de la réussite du mouvement. C'est qu'on était partout au bon moment pour nous manifester. Voilà. Pour en revenir à ce fameux voyage qu'on avait fait à Paris avec Michel, à Jussieu, le lendemain, on avait une conférence, tous les deux, demandée par les gens du Muséum d'Histoire naturelle. Ah ouais, oui. Et alors, le plus rigolo de tout ça, c'est que hier soir, il y a un gars du sud de la France qui était là, hein, et il m'a dit, mais vous n'étiez pas venu au Muséum d'Histoire naturelle? Il me dit, un mois après, on a formé un clin. Hein, c'est fou, ça. Et c'est un gars de Golfech. Ah ouais, ouais. Ah, c'est assez marrant. Bon, on va pas faire un discours pendant 2 heures. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que s'il y a des gens qui ont des questions à poser, on répondra à tout. Ça sera parfaitement clair. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous applaudisse d'abord. On laisse ensuite la parole à Gilles Simon, qui est docteur en sciences politiques, qui a donc fait une thèse sur Plogoff, la lutte et le combat anti-nucléaire en Bretagne, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Plogoff, mémoire d'une lutte, depuis le 18 mars, si je me rappelle bien, et donc il dédicacera donc à la salle des fêtes après notre rencontre. Et puis ensuite, donc Emmanuel, et ensuite on passera aux questions, on aura 1 heure hein, pour répondre à toutes les questions et échanger autour de cette lutte. Voilà, Gilles, si tu veux. Rapidement, bien sûr. J'ai fait un travail de recherche sur le mouvement anti-nucléaire en Bretagne. Donc, c'est la ligne de Val-Saint-Brieuc, toute la partie qui est à l'ouest.
Et donc j'ai voyagé sur les sites qui avaient été retenus à l'époque par EDF. Donc j'étais venu à RDV rencontrer Annie et Michel et puis Gilles de Corbeil également, il y a quelques années déjà. Et j'étais venu à Guimaec également dans le Nord Finistère, à Coulmonière, puis à Plogoff, rencontrer des personnes. Donc voilà pour le travail de recherche. Alors effectivement, RDV, moi ce qui me frappe aujourd'hui, et c'est ce que disait Annie tout à l'heure, ce qu'on voit peut-être avec le recul, c'est l'impact du crin d'Ardevin sur la France entière. Il y a eu comme une espèce d'embryon de confédération nationale qui a commencé à se structurer à partir du Morbihan. Et on voit sur la carte que vous avez fait à l'époque des crins qui sont partout, et donc à l'extérieur également de la Bretagne, comme si le mouvement antinucléaire allait se structurer à partir donc, du crin d'Ardevin. Paradoxalement, on pourrait presque dire malheureusement vous avez gagné, c'est-à-dire que comme la lutte s'est déplacée ensuite à Plogoff et à Plogoff, les choses se sont faites un peu différemment. Et moi, ce que je vois, ce que je vois dans la lecture du document, c'est que cette structuration qui avait démarré a éclaté par la suite. Ça s'est un peu localisé sur tous les chantiers. Et malheureusement, on peut dire effectivement que le mouvement antinucléaire français a été battu entre guillemets, parce qu'il a manqué une structure nationale qui puisse fédérer tous les sites, ce que le crin d'Ardevin a failli faire au tout début de la lutte. Ce qui a manqué après peut-être. Oui, si tu veux. C'est un petit peu ce qui avait présidé à la naissance d'un mouvement qui s'appelle le mouvement d'écologie politique, le MEP, qui partait d'ici un petit peu, avec quelques personnes du Rhône, de Grenoble, etc., des gens justement qui voulaient continuer la lutte antinucléaire, fédérer tout cela, et effectivement jouer entre guillemets la carte politique, c'est-à-dire expliquer en plus aux gens pardon, que lutter contre le nucléaire, c'est faire de la politique, c'est influer sur les choix. Mais ce mouvement, malheureusement, j'étais au démarrage de ce mouvement, malheureusement, il a été, il s'est un petit peu dissous dans les Verts, parce que Wechter et Solange Fernex et d'autres personnes sont arrivés au MEP, et là, en une soirée, une journée, le mouvement MEP est devenu les Verts. Moi, à ce moment-là, j'ai quitté le mouvement. Merci pour le complément. Une autre information peut-être qui est assez oubliée, quand on parle du mouvement antinucléaire en Bretagne, il y a vraiment une première phase importante, c'est 1974 jusqu'en 86. Parce qu'effectivement, le projet de Plogoff a été remisé en 81, suite à l'élection de François Mitterrand, mais les promoteurs de l'atome étaient toujours très motivés pour pouvoir faire une centrale en Bretagne, et le projet est ressorti des cartons à la fin de l'année 85, mais là sur la côte nord de la Bretagne, donc à Plouézec, au nord de Saint-Brieuc, et puis également à Saint-Jean-du-Bois, dans le Trésor finistérien. Et donc là, à l'époque, il y a eu des luttes qui ont été assez intenses, mais finalement assez courtes, puisque ce qui a mis un terme au projet nucléaire breton, c'est la catastrophe de Tchernobyl. Puisqu'à partir du moment où la catastrophe arrive, le 6 avril 86, il n'est plus question d'évoquer une centrale dans la région. Donc c'est ce qui met un terme à cette première phase du mouvement antinucléaire, qui par ailleurs se poursuit sur d'autres thèmes et avec d'autres personnes aujourd'hui. Emmanuel ? Oui, alors juste pour dire quand même que le professeur Pellerin, dont on a parlé, qui on parlait de Tchernobyl, c'est ce fameux professeur, cet éminent professeur qui avait dit que le nuage de Tchernobyl n'allait pas traverser les frontières, rappelez-vous. Donc Michel et Serge avaient été très, très en avant sur la découverte, très perspicace, vous l'aviez rencontré. Donc Emmanuel Riva, qui lui aussi est docteur en sciences politiques et qui a travaillé sur la transformation du mouvement antinucléaire, tout de suite présent. Oui. C'est pas facile de passer après vous, parce que vos témoignages sont vraiment riches en émotions et en enseignements. Donc j'ai essayé de compléter un petit peu tout ce qui a été dit avant, en insistant sur deux choses. Enfin, déjà, juste pour dire qu'effectivement, ce qui marque et ce qui est marquant ici, c'est qu'on peut se mobiliser, on peut s'indigner, on peut s'engager sans forcément être un spécialiste du sujet, et on le devient en fait. On devient spécialiste en accédant à l'information. Donc en fin de compte, se mobiliser, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut, lorsqu'on est indigné, se mobiliser en cherchant à l'information. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très très fort.
Et la deuxième chose qui est très très forte, c'est qu'on ne gagne jamais tout seul. On ne gagne jamais tout seul dans son coin, dans un contexte local. On gagne avec les autres. On gagne parce qu'on va à Paris, on gagne parce qu'on va dans d'autres luttes. Et puis les autres gagnent aussi grâce à nous parce qu'ils s'inspirent de ce qui est fait au niveau local. Et dans toute la France, les gens se sont, comme Elena Gilles, se sont inspirés de ce qui s'est fait aussi avec le CRIN. Et donc dans toute la France, mais aussi dans le monde entier. Et là, ce que je voulais essayer d'ajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'en fait, le fait de se mobiliser comme ça contre la construction de centrales nucléaires a eu lieu en Bretagne, en France, mais aussi dans plus de 20 pays à l'époque. Il faut savoir qu'à la même époque, aux États-Unis, en France, bien sûr, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne, vous avez, de la même façon, ou même de manière différente, mais il y a comme des similitudes, des gens qui qui ont refusé qu'on leur impose par le haut la construction d'une installation nucléaire sans être consultés, sans être informés, qui sont organisés en petits groupes, et tous ces petits groupes en fait communiquaient entre eux. Ils s'envoyaient des lettres, parfois par téléphone, et donc parfois ils faisaient même des manifestations. Je veux pour exemple, vous savez tous ce petit symbole avec le soleil souriant jaune sur fond, avec un soleil rouge sur fond jaune, avec le symbole marqué nucléaire non merci. Ben, ce petit symbole, par exemple, en fait, il vient du Danemark au départ. Il est écrit en 1975. Il y avait un concours de dessin militant, et ce petit symbole, en fait, a ensuite été porté à une manifestation, puis à une deuxième, puis à une troisième. Et les gens s'en sont emparés. Personne n'a dit il faut porter ce signe, personne n'a dit vous devez l'acheter, etc., etc. Mais très, très rapidement, il s'est diffusé partout, il a été traduit dans toutes les langues, il est devenu un signe de ralliement, un symbole de la mobilisation. J'imagine que vous l'avez porté à l'époque. Le premier, c'était marqué nucléaire hashtag. Oui, moi je l'ai quelques-uns portés. Alors, ce que je voulais dire aussi par rapport au professeur Pellerin, et notamment quand on était allé à Jussieu, par rapport au PDG d'EDF, qui était puiseux et boiteux, quand Michel a commencé à leur parler du circuit primaire de refroidissement du surrégénérateur, ils sont restés nous regarder avec des yeux ronds. Ils ne savaient même pas qu'il y avait un circuit de refroidissement primaire et surtout qu'il était au sodium fondu et que c'était 900 kg de sodium fondu. Alors quand on dit qu'on était devenus des spécialistes, c'est bien vrai parce qu'on en connaissait plus à l'époque que les PDG d'EDF. Et sachant que le circuit primaire de refroidissement au sodium fondu, on ne pouvait pas maîtriser un feu de sodium de plus de 100 kg et là il y en avait 900. C'est pour ça que les spécialistes, on est devenus très très vite. Et d'ailleurs, nos réunions publiques, dès le début, on avait une équipe qui était composée donc de Michel, de Serge, de moi, d'Annie, et on avait un professeur Kimes qui, au tableau, devant la salle, qui est 10 personnes ou 200, faisait le dessin d'une centrale, d'un réacteur, expliquait justement refroidissement, etc. On avait un médecin, qui, au moins, des fois deux, qui venait nous parler des conséquences des radiations. Et puis, je ne sais plus qui est-ce qu'on avait... L'ancien ingénieur de l'EDF. Ah oui, alors là, hommage à M. Guillou, qui, sur cette estrade, il y a 40 ans, ancien retraité de l'EDF, ingénieur de l'EDF, spécialisé dans les centrales thermiques, oui, avait embrassé notre mouvement. Il était anti-nucléaire et c'était un homme respecté dans toute la région. Il était très connu à Etel et il nous a apporté son concours et ça a été vraiment une personnalité importante pour la naissance du CRIN. Et Catherine Légeron, qui s'occupait des énergies renouvelables. Ah oui, Catherine Légeron qui faisait des énergies renouvelables. Bon, moi, je sens bien que les gens posent des questions, parce qu'on va pas préparer à la des vérités. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions à poser, on va... Alors. Envoyez les gars. On entend.